Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Et déjà un 100e épisode pour Contact. Ben, je suis content, je suis même fier. Je sais pas si j'ai le droit, mais tu lances une petite bouteille à la mer, tu te dis ça va suivre son chemin, aboutir quelque part, déboucher sur une plage où quelqu'un va peut-être lire le message qui se trouve dans ma bouteille. Puis là, je réalise qu'on a presque 300 000 abonnés, toutes plateformes confondues, et on livre notre 100e épisode. Donc, petit pincement au cœur et fierté aussi. Frédéric Becbédé, journaliste, critique littéraire, mais surtout romancier, quelqu'un qui a pas mal marqué le paysage de la littérature ici en France. Et je te propose un extrait qui est lié à un livre qu'il a publié quelques années qui m'avait beaucoup intéressé. L'homme qui meurt de rire ou pleure de rire, l'homme qui pleure de rire, où il parle justement de cette injonction qu'on a aujourd'hui à rire tout le temps. Tout doit être tourné en dérision. Petit extrait. Le rire obligatoire ne m'amuse pas. J'ai du mal avec la dictature de l'ironie, qui a été, au fond, la seule idéologie de ma génération. C'est toujours s'en foutre de tout et se moquer de tout. Et ça mène là où nous sommes aujourd'hui, dans un monde sans espoir, sans repères, sans valeurs, tout ça. C'est à force de blaguer toute la journée, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce qu'on veut, on n'a plus d'utopie. Plus même de projets politiques, autres que rire toute la journée. Bon, peut-être qu'on fait ça pour alléger la lourdeur de ce qu'on vit, mais enfin. D'ailleurs, je ne sais pas si ceux qui ont aujourd'hui les mains dans le scandale du Signalgate rient beaucoup, mais enfin, je dis scandale. On verra si c'est un scandale, mais chose certaine, ça retient beaucoup l'attention et ça donne l'impression. Ouais. C'est compliqué, faut le résumer parce que je pense que les gens ici sont un peu perdus sur qu'est-ce qui s'est passé exactement. On est sur une espèce de site d'échange, là, une plateforme d'échange. On crée un groupe. Ouais, Signal, moi je l'utilise pas, mais je pense pas que c'est beaucoup utilisé d'ailleurs ici, au Québec, au Canada. J'entends peu de gens qui utilisent ça. Signal et Telegram, c'est beaucoup utilisé par des gens qui ont des choses à cacher, justement, parce que les systèmes d'encryption, oui, sont assez efficaces. Les données sont encryptées et c'est ce qui fait, par exemple, que sur le front de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, souvent des gens communiquent à travers Telegram ou Signal. Et dans le cas qui nous intéresse, ce sont des membres de l'administration Trump au plus haut niveau. Sauf que là, ils ont mis un responsable de médias dans leur groupe par accident. Alors, ça pose 1000 questions. Je disais, le Signalgate, nous verrons jusqu'à où ça va aller. Est-ce que des gens seront forcés de démissionner? Peut-être. Mais il faut voir est-ce que c'est un acte manqué, dirait le père Freud, ou un acte trop réussi? Mike Waltz, qui est le conseiller à la sécurité nationale, un militaire vétéran de l'administration, connaît quand même les rouages. C'est lui qui invite, apparemment, par inadvertance, un journaliste, Jeffrey Goldberg, qui est un ennemi irréductible de Donald Trump et de sa première administration. C'est lui-même, le personnage Goldberg, un vote en guerre. Il n'y a pas une guerre que les États-Unis ont livrée au cours des 20 dernières années qui est allée assez loin pour lui, ce qui est donc en soi absolument pas corrélé avec les objectifs annoncés de l'administration Trump qui dit « Nous ne sommes pas des votes en guerre, nous sommes justement au contraire pour des solutions négociées pacifique. » Alors, comment se fait-il? Et Mike Waltz, dans l'administration, c'est intéressant parce qu'il est considéré comme un des faucons, un de ceux, justement, qui serait le plus associé au mouvement des néo-conservateurs, que ne voulait surtout pas Donald Trump dans son entourage, comme il y en avait eu dans sa première administration. Mais c'est aussi un fidèle de Trump. Donc, la question, comment se fait-il que sur une boucle de communication,
sur Signal, celui qui la crée envoie une invitation, parce que ça t'est arrivé d'être dans un groupe de discussion, tu reçois une invitation, tu l'acceptes ou tu la refuses. Comment se fait-il que Mike Waltz, conseiller à la sécurité nationale, envoie une invitation à Jeffrey Goldberg qui va l'accepter, pensant au départ que c'est un genre de canular, que c'est un groupe de rigolos qui se fait peut-être passer pour des gens qui sont en responsabilité, mais qui ne le sont pas. Ça, jusqu'à ce qu'ils découvrent. Il ne peut pas s'imaginer que les plus hauts responsables de la sécurité aux États-Unis l'invitent dans un groupe où ils vont se partager des secrets. Là. Je veux dire, ça défie le sens commun. Il y a pas beaucoup de précédents et ça nous amènera tout à l'heure à parler du contenu de ces messages parce que c'est très, très rare qu'on voit sans filtre ce que se disent les gens au plus haut sommet entre eux, spécialement quand ils se préparent à attaquer un ennemi, je mets des guillemets, dans ce cas-ci, les Houthis yéménites. Donc, comment est-il possible qu'un journaliste ait été invité? Puis ensuite, l'autre question, comment est-il possible que des membres de l'administration aient choisi de communiquer entre eux sur une plateforme soit protégée, mais qui n'est pas une plateforme officielle du gouvernement, à partir desquelles, normalement, communiquent avant une attaque, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ils étaient en train de faire le point entre eux avant d'attaquer les Houthis qui menacent la navigation dans le détroit de la mer d'Ormuz. Mais à terme, il y a eu dans une pièce jointe, le plan de bombardement. Donc, on a partagé un journaliste le plan de bombardement avant l'attaque. Dans ça, il y avait les heures précises des attaques, ce qui est, en termes de risque, ce qui est le plus élevé, parce que tu dis à quel moment seront les acteurs qui vont attaquer les plus vulnérables, lorsqu'ils vont choisir de tirer leurs missiles, déployer les drones, faire décoller les avions, les F-18. Donc, les systèmes d'armement sont précisés, des drones Reaper, des missiles de croisière Tomahawk, et ce sont des F-18 qui vont participer à l'opération pour aller, justement, s'attaquer aux Houthis, qui, depuis des mois, attaquent des navires qui croisent dans le détroit d'Ormuz pour ralentir, sinon même créer le chaos dans la navigation. Et tu as tous ces détails. Alors, quand on pose la question au patron de la CIA et à Tulsi Gabbard plus tôt cette semaine, parce qu'ils sont partie de ce groupe de discussion, est-ce qu'il y a de l'information sensible, confidentielle, classée secret défense? Ils disent non, absolument pas. l'Atlantic, The Atlantic, le magazine, décide de publier les échanges. Et là, on découvre qu'il y a de l'information pas mal sensible. In extenso, là. Donc, dans The Atlantic, les gens peuvent voir la totalité des échanges, la pièce jointe, tout. Exact. Et d'autant qu'il n'y a plus de risque opérationnel puisque les bombardements ont eu lieu, mais c'est déculottant pour ceux dont on voit les échanges et communications. Et là, ça fait mentir ces deux hauts responsables du renseignement qui disaient il n'y a rien, qui se représentent devant le Congrès hier et qui disent « Ah, on avait oublié ça ». Et finalement, ça devient une guerre sémantique, c'est vraiment le cas de le dire aussi, entre est-ce que c'était des plans de guerre, des plans de bataille, parce que une chose pourrait signifier que c'est classé, l'autre moins, mais c'est de l'information opérationnelle. Et dans tout autre contexte, on dirait c'est classé, c'est sensible, ça aurait pu mettre à risque. Imaginons que Goldberg soit un espion travaillant justement pour l'Iran. Il aurait pu choisir de prévenir, parce que l'Iran est commanditaire des Houthis, aurait très bien pu prévenir ses maîtres à Téhéran en disant ils vont attaquer à 11h44, soyez vigilants. Évidemment, c'est pas arrivé, mais ça aurait été possible. D'ailleurs, le simple fait de partager de l'information avec un journaliste, de l'information classée, c'est un crime fédéral. Tu peux aller en prison pour ça. Donc, le conseiller à la sécurité nationale, théoriquement, pourrait être traîné devant les tribunaux parce qu'il a, sciemment ou pas, fait fuiter de l'information. C'est grave. C'est d'autant plus grave que la plupart des gens qui sont dans cette boucle, en d'autres temps, dans une autre vie, ont critiqué beaucoup, vivement, Hillary Clinton quand elle était secrétaire d'État et qu'on avait découvert qu'elle avait un serveur pour certaines de ses communications alors qu'elle est secrétaire d'État, un serveur privé, non sécurisé, par lesquels passaient un certain nombre d'échanges. En fait, au total, c'est une quarantaine de milliers de mails alors qu'elle est secrétaire d'État qui ne sont pas sécurisés et probablement pas non plus scrutés par les gens au département d'État, qui permet à Mme Clinton de communiquer, on ne sait pas avec qui, mais sans se soucier qu'on a quelqu'un au-dessus de son épaule, exactement, et sans que ça soit sécurisé. C'est la secrétaire d'État. Alors, dans l'ordre des choses, 40 000 mails, un serveur privé, c'est probablement plus conséquent, mais c'est le même principe. Et elle a été éreintée
Ça a eu un impact pendant la campagne de 2016, puisque le FBI a même fait enquête là-dessus. Et là, ces gens qui étaient si critiques, et particulièrement Peter Hegseth, qui est le patron du Pentagone, le secrétaire à la Défense, qui a toujours dit, là où nous opérons, compte tenu des enjeux, il n'y a pas de place pour des amateurs. Or, c'est les pieds nickelés, c'est les charlots s'en vont en guerre, c'est pas sérieux, et ils ont franchement l'air fous. Et j'ajoute à ça que dans un contexte où un journal allemand, qui serait l'équivalent de notre presse, ou du Journal de Montréal, mais c'est plutôt la presse, disons les choses, le Der Spiegel, sort une information hier, selon laquelle les codes d'accès à la boîte courriel du même Mike Waltz sont disponibles sur l'Internet, testés, et on pouvait rentrer dans ses messages privés. Son numéro de téléphone privé, pareil, et un certain nombre des autres joueurs qui étaient dans cette boucle de communication, dans ce groupe de discussion, dont toutes les informations étaient disponibles et apparemment assez mal sécurisées, sauf pour les deux du renseignement, Tulsi Gabbard et Ratcliffe, qui apparemment auraient fait travailler des gens autour d'eux dans les jours précédents pour mieux verrouiller leur boîte de courriel et d'autres accès à leur vie privée. Mais tu te dis, si un journal est capable de faire ça, un espion basique, qu'il soit iranien, russe ou autre, lit en temps réel la correspondance du conseiller à la sécurité nationale. Alors, s'il y a une maîtresse, s'il y a quelque chose, ils le savent. Ils le savent. C'est inquiétant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je termine sur l'essentiel, c'est qu'est-ce qui se disait par-delà les informations opérationnelles, qu'est-ce qu'ils se disent entre eux? Ben, on comprend une chose, c'est que M. Trump qui a fait campagne pour dire qu'il n'était pas un va-t-en guerre, qu'il ne voulait pas déclencher de guerre, qu'il s'était justement fait fort pendant les 4 premières années de son administration de ne jamais aller en guerre, ben cette présidence, si c'est pas lui, son équipe est très va-t-en guerre et était très partante pour attaquer les Houthis. On peut présumer que c'est pour le commerce mondial, mais aussi que c'est pour protéger l'allié israélien. Allié israélien qui a reçu pour 12 milliards de dollars d'armement depuis le 20 janvier et à qui on a dit, le cessez-le-feu avec le Hamas, savez-vous, c'est pas un problème, vous pouvez le rompre, vous pouvez reprendre les hostilités. Alors on dira, c'est pas les Américains qui déclenchent la guerre dans ce cas-ci, mais c'est assez belliqueux. Et il y a une personne dans tous ces échanges qui pose des questions, qui émet des doutes, c'est J.D. Vance. Le très démonisé, diabolisé vice-président, c'est celui qui dit « Êtes-vous vraiment certain? » et qui pose une question technique, parce que la politique américaine, c'est toujours les intérêts des États-Unis. Il dit « Nous, notre commerce dépend pour 3% à peu près de ce qui transite sur ces bateaux, ces porte-conteneurs dans le détroit d'Ormuz. Pour les Européens, c'est 40% des bebelles qui font venir, qui passent par là. C'est peut-être eux qui devraient s'occuper de policer, des outils. Ça, c'est peut-être leur responsabilité. Nous, 3%, on s'en fout. Et il se rallie en disant, je vais être un bon membre de l'équipe. Si vous pensez tous qu'il faut aller à la guerre là-dessus, je suis avec vous. Mais c'est le seul qui incarne parfaitement la promesse moins belliqueuse des États-Unis. Très intéressant. Absolument, absolument, vraiment. Merci beaucoup, Stéphane.